Imaginez une salle de marché un matin de crise. Les écrans clignotent en vert. Les traders se lèvent de leurs chaises. 2000 milliards de dollars viennent d'être rajoutés à la capitalisation du S&P 500 en quelques heures. Les indices remontent. Le pétrole recule. L'ambiance est presque à la fête. Et pourtant, dans un coin de ces mêmes écrans, une courbe continue de grimper sans s'arrêter. L'or. L'or ne fait rien. L'or ne croit pas aux communiqués officiels. L'or calcule. Et ce matin-là, tandis que le reste du monde faisait semblant de croire que la crise était derrière, l'or disait exactement le contraire. Ce contraste devrait alarmer tout le monde, parce que dans l'histoire des grands bouleversements économiques, il y a presque toujours un moment où les marchés célèbrent trop tôt, où l'euphorie précède l'effondrement, où l'annonce d'un cessez-le-feu est confondue avec une résolution de crise. Or ces deux choses ne sont pas la même chose. Un cessez-le-feu, c'est une pause dans les combats. Ce n'est pas la fin d'une guerre. Ce n'est pas la résolution d'un problème. C'est simplement le moment où les deux camps reprennent leur souffle avant de décider quoi faire ensuite. Et ce que les marchés ont refusé de voir ce matin-là, c'est que les causes profondes du choc, l'accès au pétrole, le contrôle des routes maritimes, la question des sanctions, la fragilité du dollar, aucune de ces causes n'avait été touchée par l'accord. Elles continuaient à couver sous la surface, invisibles pour ceux qui ne regardaient que les titres. Mais il y a un fait qui rend tout cela encore plus inquiétant. Dans les heures qui ont immédiatement suivi l'annonce du cessez-le-feu, une attaque massive de drones a frappé l'un des pipelines les plus stratégiques au monde, celui qui traverse l'Arabie Saoudite d'est en ouest. Pas une ligne secondaire, pas un conduit mineur, un couloir qui transporte environ 5 millions de barils de pétrole par jour vers la mer Rouge, vers les marchés internationaux. L'ampleur totale des dégâts était encore en cours d'évaluation quand les informations ont commencé à circuler. Mais le message était parfaitement clair pour ceux qui voulaient l'entendre. Les armes pouvaient se taire pendant quelques heures. L'infrastructure critique, elle, restait à portée de frappe. Et celui qui pouvait atteindre ce pipeline pouvait aussi, à tout moment, décider de le neutraliser complètement. Pensez à ce que 5 millions de barils par jour représentent réellement. Ce n'est pas un chiffre abstrait sorti d'un rapport technique. C'est ce que des dizaines de raffineries attendent pour fonctionner, ce que des milliers de camions-citernes transportent à travers les continents, ce que des millions de consommateurs paient à la pompe sans jamais se demander d'où vient le carburant. Quand ce flux commence à vaciller, les prix ne réagissent pas de manière proportionnelle, ils réagissent de manière exponentielle. Parce que le marché pétrolier fonctionne à la marge, et que dans un système déjà sous tension, un choc même partiel peut déclencher une spirale que personne ne contrôle vraiment. C'est précisément cette dynamique qui avait fait passer le baril de pétrole d'environ 65 $ à plus de 110 $ au mois de mars. Pas graduellement, brutalement. Et ce mouvement n'est pas resté confiné à l'industrie pétrolière. Il s'est propagé à l'ensemble de l'économie mondiale comme une onde sismique. Les coûts de production ont augmenté. La logistique est devenue plus chère, les importations ont coûté davantage, et les pays les plus vulnérables à ces chocs d'énergie, le Japon, la Corée du Sud, des économies entières construites sur un modèle d'importation massive d'hydrocarbures, ont commencé à ressentir une pression que leur budget n'avait pas anticipée. Cette pression se répercute ensuite sur ce qu'ils vendent au monde, sur leur compétitivité, sur leur capacité à rembourser leurs dettes, sur leurs décisions politiques les plus sensibles. Et c'est là que la situation commence à ressembler à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple conflit régional. À l'arrière-plan de toutes ces actualités sur les drones et les négociations, quelque chose d'autre se construit. Quelque chose qui touche directement aux équilibres du pouvoir économique mondial. Et pour le voir, il faut cesser de regarder uniquement les cartes de combat. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. La version officielle américaine de ce cessez-le-feu est assez simple dans ses grandes lignes. L'Iran a été contraint de signer sous une pression militaire et économique écrasante. Les frappes devenaient de plus en plus destructrices avec chaque heure qui passait. Le régime n'avait pas d'autre choix que de reculer, et Washington a fait preuve de ce qu'on a décrit publiquement comme de la miséricorde, en ne ciblant pas les centrales électriques, les ponts et toute l'infrastructure énergétique iranienne. C'est le récit qu'on veut voir s'installer dans l'opinion publique. Décisif, contrôlé, victorieux. Surtout à l'approche d'une échéance électorale où il faut montrer de la force, où l'on a besoin d'une histoire qui ressemble à une victoire propre. Mais quand on regarde les détails concrets des négociations, cette image commence à se fissurer sérieusement. L'Iran est arrivé à la table avec un plan en 10 points. Ce plan incluait 2 exigences fondamentales que Téhéran a refusé de retirer jusqu'au bout. L'abolition des sanctions primaires, celles qui bloquent directement les exportations de pétrole iranien, et l'abolition des sanctions secondaires, qui punissent tout pays, toute banque, tout acteur économique qui oserait commercer avec l'Iran. Ce n'est pas une liste de vœux pieux. Ce sont des conditions concrètes qui, si elles étaient acceptées, changeraient radicalement la place de l'Iran dans l'économie mondiale.
Chaque pays qui avait évité l'Iran pour ne pas s'attirer les foudres de Washington pourrait recommencer à traiter avec Téhéran. L'Europe serait libre d'acheter et de vendre des biens iraniens. Les chaînes d'approvisionnement internationales pourraient se reconfigurer en quelques mois. Et Washington, officiellement, discute de ces options. Officiellement, il est question d'un assouplissement possible des tarifs et des sanctions. Officiellement, le mot « concession » circule dans les coulisses, même si personne ne l'emploie directement en public. Or, le simple fait de discuter d'un assouplissement des sanctions, c'est déjà une concession massive en soi. Cela envoie un signal au monde entier. Les lignes rouges ne sont pas si rouges que ça. Que la pression maximale a ses limites. Que celui qui tient un détroit stratégique peut, à terme, dicter certaines conditions même face à la première puissance militaire mondiale. Parallèlement, des menaces de tarifs douaniers de 50% ont été agitées contre les pays qui soutiendraient militairement l'Iran. Sur le papier, c'est une posture musclée, mais dans la pratique, cette menace comporte trop de failles pour être vraiment crédible. Tracer l'ensemble des flux de soutien militaire est une entreprise quasi impossible, dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont intentionnellement opaques. La Russie vend un pétrole que les marchés mondiaux ne peuvent pas se permettre de rejeter facilement, et la Chine dispose d'une réponse quasi immédiate à portée de main, restreindre ses exportations de terres rares. Ces métaux essentiels à la fabrication de composants électroniques, de systèmes d'armement, de semi-conducteurs. Si Pékin décide de tourner ce robinet-là, même partiellement, la douleur s'abat directement sur l'industrie de défense américaine et sur la filière des puces. Ce n'est pas une hypothèse théorique. La Chine l'a déjà utilisée comme levier dans d'autres contextes, et la menace est parfaitement comprise dans les cercles industriels et militaires américains. Ce qui crée une situation où les leviers de pression réciproque sont nombreux, mais où le levier le plus simple et le plus direct reste aux mains de Téhéran. Le détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement maritime d'environ 54 km de large à son point le plus étroit, par lequel transite environ 1/5 de tout le pétrole consommé sur cette planète. Fermer ce détroit, même partiellement, même temporairement, c'est déclencher une crise énergétique mondiale en quelques heures, pas en quelques semaines. Les raffineries s'arrêtent, les prix s'envolent, les gouvernements paniquent. Et l'Iran le sait. Washington le sait aussi, ce qui explique une grande partie de la prudence réelle, par opposition à la rhétorique publique, que l'on observe dans les négociations effectives. Ce rapport de force explique une évolution que peu d'analystes ont mise clairement en lumière. La position de l'Iran s'est paradoxalement renforcée pendant ce conflit. Pendant toute la période des sanctions les plus sévères, Téhéran était contraint de brader sa propre production. Plus de 90% des exportations de pétrole iranien partaient vers les raffineries chinoises, parce que seuls les acteurs disposant d'une couverture politique suffisante osaient assumer le risque commercial et juridique de commercer avec l'Iran. Et même dans ce cadre restreint, des remises supérieures à $10 par baril étaient appliquées sur chaque cargaison. C'était le prix de l'isolement. La pénalité économique pour exister en dehors du système financier occidental. Mais quand ce système commence à se fissurer, quand les sanctions font l'objet de négociations ouvertes, quand des pays comme le Japon cherchent activement le dialogue avec Téhéran, quand la chef du gouvernement italien Meloni se déplace directement au Moyen-Orient, l'équation se transforme. Les remises peuvent devenir des primes. Le pétrole iranien n'est plus un actif toxique qu'on accepte à contre-cœur. Dans un marché qui présente un déficit d'approvisionnement de 15 à 20 millions de barils par jour, chaque barreau disponible devient précieux, et le vendeur recouvre un pouvoir de négociation qu'il avait perdu. Ajoutez à cela le fait que les navires iraniens, dans un Ormuz sous pression, bénéficient d'un avantage naturel de transit, pouvant éviter des droits de passage que d'autres devront éventuellement acquitter. Et la dynamique financière devient très claire. Téhéran peut gagner davantage sur chaque baril vendu, reconstituer ses réserves de devises bien plus vite et augmenter son influence sur les marchés en même temps que sa marge de manœuvre politique. Ce n'est pas ce que disent les communiqués officiels, mais c'est ce que disent les chiffres. Et c'est pour cette raison que certains des signaux les plus révélateurs de cette crise ne sont pas venus des champs de bataille. Ils sont venus des marchés financiers eux-mêmes, et ils ont dit des choses que les diplomates n'avaient pas prévu de dire. En temps normal, lors d'une crise géopolitique de cette ampleur, l'argent afflue vers les bons du Trésor américain. C'est le réflexe classique des investisseurs institutionnels depuis des décennies. En période de panique, on se dirige vers ce qu'on considère comme la valeur refuge ultime, la dette souveraine américaine. Les trésoreries montent, les rendements baissent, et les États-Unis peuvent emprunter encore moins cher au moment précis où ils ont le plus besoin de dépenser. C'est le privilège de la puissance de réserve mondiale. Sauf que cette fois, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les bons du Trésor ont chuté, pas monté. Les investisseurs vendaient ces actifs plutôt que d'y chercher refuge. Simultanément, ils vendaient de l'or,
des actions japonaises, à peu près tout ce qui avait de la valeur et pouvait être liquidé rapidement. Ce comportement-là a un nom précis dans la finance. C'est un dash for cash, une ruée vers le liquide. Ça ne veut pas dire que les investisseurs cherchaient à se protéger contre un risque particulier. Ça veut dire que quelque chose dans le système les contraignait à se procurer des liquidités immédiatement, à n'importe quel prix, en vendant même ce qu'on ne vend normalement jamais. Et cette pression venait du choc énergétique lui-même. Quand le coût de l'énergie monte brutalement, les besoins en trésorerie de court terme explosent dans toute l'économie réelle, entreprises, fonds, États. Et cette onde de choc traverse les marchés d'actifs de façon non linéaire. Ce type de signal est l'un des plus inquiétants qu'on puisse observer sur les marchés financiers, parce qu'il indique que le stress ne vient pas d'un seul point de vulnérabilité localisé, mais qu'il se propage à travers le système entier, que les mécanismes d'absorption habituels sont saturés, que les valeurs refuges traditionnelles ont perdu leur fonction stabilisatrice. Et quand les marchés obligataires commencent à se comporter ainsi, les conséquences arrivent très rapidement. Les rendements montent, le coût d'emprunt augmente pour tout le monde, les conditions financières se durcissent, et la douleur commence à se distribuer à travers l'économie réelle, aux entreprises, aux ménages, aux États qui ont déjà les marges les plus étroites. C'est précisément pour cette raison que le cessez-le-feu avait une importance qui dépassait largement la dimension militaire pour Washington. Si les perturbations au détroit d'Ormuz s'étaient prolongées encore quelques semaines, le marché obligataire américain aurait subi une pression encore bien plus intense. Et le marché obligataire américain, c'est le cœur battant du système financier mondial. Quand ce cœur commence à flancher, tout le reste vacille avec lui. Les gouvernements le savent, les banques centrales le savent, et les fonds souverains des pays fortement importateurs d'énergie, ceux qui détiennent des quantités colossales de treasuries dans leurs réserves, commencent à poser une question très inconfortable. Est-ce qu'on conserve ces bons du trésor dans notre bilan, ou est-ce qu'on les vend pour couvrir nos factures énergétiques qui explosent? Le Japon, par exemple, est l'un des plus grands détenteurs de bons du trésor américain au monde. Si ces coûts d'importation d'énergie continuent de grimper, le gouvernement japonais et ses grandes institutions financières devront trouver des liquidités quelque part. Vendre une partie de ces réserves obligataires américaines est une des options logiques qui se présentent sur la table. Ce mouvement, même partiel, crée un autre niveau de pression sur un marché déjà fragilisé. C'est une boucle de rétroaction que personne à Washington ne veut voir s'enclencher, mais dont la probabilité augmente avec chaque semaine de tensions énergétiques prolongées et chaque facture pétrolière qui s'alourdit dans les capitales asiatiques. Et derrière tout cela, il y a une monnaie, le dollar. Dans les grandes crises géopolitiques, le dollar est généralement le premier bénéficiaire du désordre mondial. Les capitaux du monde entier se dirigent vers les actifs libellés en dollars. La valeur de la devise monte, et cela donne aux États-Unis une marge de manœuvre économique supplémentaire, juste au moment où ils en ont le plus besoin. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé ainsi. Pendant toute la durée du conflit, il n'y a pas eu d'afflux massif et convaincant vers le dollar. Pas de signal fort de confiance dans la valeur refuge américaine. Et quand le cessez-le-feu a finalement été annoncé, au lieu de profiter du soulagement général pour monter, le dollar a reculé d'environ 1%, effaçant d'un coup tous ses gains depuis le début de l'année. Cette réaction n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de précis sur ce que les marchés pensent de la situation profonde des États-Unis. Elle dit que la communauté financière mondiale ne croit pas que le problème sous-jacent soit résolu. Elle dit que la confiance dans la gestion américaine de cette crise n'est pas entière. Et peut-être surtout, elle dit que le dollar lui-même commence à subir des tensions structurelles qui vont bien au-delà du conflit du Moyen-Orient et qui s'alimentent de plusieurs sources simultanément. Ces tensions sont visibles dans des données que les marchés ne peuvent plus ignorer. Le déficit annuel américain est aux alentours de 2000 milliards de dollars. Les dépenses militaires liées à ce conflit ont déjà dépassé 30 milliards de dollars et continuent d'augmenter avec chaque opération. À cela s'ajoute la volonté déclarée d'investir 1500 milliards supplémentaires dans l'expansion de la machine militaire américaine. Le marché obligataire voit tout cela. Il additionne, il calcule. Et les entreprises américaines aussi. Parce que pendant ce temps, l'économie réelle perd de la vitesse d'une façon qui commence à devenir difficile à masquer. La création d'emplois, qui tournait autour de 100 000 postes par mois, est passée en territoire négatif. Les ménages se retrouvent comprimés entre des prix de l'énergie en hausse de 30%, une alimentation plus chère, un marché immobilier toujours aussi contraignant et une augmentation générale du coût des biens importés. Ces pressions s'accumulent les unes sur les autres, couche après couche, jusqu'au moment où quelque chose dans le système commence à craquer. La Réserve fédérale se retrouve dans un piège d'une sévérité peu commune. L'inflation reste élevée, ce qui l'empêche de baisser les taux sans risquer de réveiller une nouvelle vague de pression sur les prix.
Mais l'économie faiblit suffisamment vite pour que les marchés commencent à anticiper exactement cette baisse de taux qu'on ne peut pas officiellement envisager sans contradiction. La probabilité d'une réduction des taux en décembre est passée à 22%, alors qu'elle était proche de zéro il y a seulement quelques semaines. Ce glissement dans les anticipations reflète quelque chose d'important. Les acteurs du marché commencent à parier que Washington n'aura pas d'autre choix que de desserrer la politique monétaire, même si les conditions objectives ne s'y prêtent pas vraiment. Et quand on ne peut pas baisser les taux sans risque, mais qu'on ne peut pas non plus les maintenir sans ralentir davantage une économie déjà sous pression, la soupape naturelle devient la monnaie elle-même. Un dollar plus faible, une dévaluation silencieuse et progressive. La façon la plus discrète d'effacer une partie de la pression accumulée, sans avoir à l'annoncer officiellement comme une capitulation. Ce scénario n'est pas spéculatif. Il est inscrit dans la logique de ce qui se passe déjà. Et il n'est pas limité à l'espace américain. Un dollar plus faible change les équilibres commerciaux à l'échelle mondiale. Il rend les exportations américaines moins chères. Mais il crée aussi des pressions concurrentielles dans le reste du monde qui répondent par leurs propres ajustements monétaires. Une dévaluation compétitive silencieuse et généralisée est l'un des mécanismes les plus profondément déstabilisants qui existent dans l'économie internationale. Pas parce qu'elle détruit directement de la valeur d'un coup, mais parce qu'elle érode la confiance dans les systèmes de référence monétaire, et que cette érosion, une fois installée, est très difficile à inverser. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Alors voilà le tableau réel de ce cessez-le-feu. Une pause dans les combats, mais pas un accord de fond. Une euphorie boursière momentanée, mais une incertitude durable dans les marchés obligataires et monétaires. Un discours de victoire à Washington, mais des négociations qui ressemblent davantage à une recherche de sortie honorable qu'à la capitulation que les communiqués officiels décrivent. Et surtout, un Iran dont la position de levier s'est paradoxalement renforcée pendant ce conflit, parce qu'il contrôle la vanne géographique par laquelle passe une fraction décisive de l'énergie mondiale, et parce que le monde a eu la démonstration, en temps réel, de ce qui se passe quand cette vanne commence à se refermer. Les décisions qui vont définir la suite ne se prendront pas sur les champs de bataille. Elles se prendront dans les coulisses des négociations sur les sanctions, dans les salles de marché qui surveillent chaque signal venant d'Ormuz, dans les ministères des Finances de Tokyo, de Séoul et de Rome, qui calculent en ce moment même combien de temps ils peuvent encore absorber le choc énergétique avant de devoir prendre des mesures drastiques. Ce moment-là approche, et les décisions qui seront prises dans cet espace étroit, lever les sanctions ou maintenir la pression, laisser le dollar glisser ou tenter de le soutenir, rétablir les flux pétroliers à n'importe quel prix ou tenir une ligne dure, auront des conséquences qui dépasseront largement la durée de vie de ce cessez-le-feu et s'étendront bien au-delà du Moyen-Orient. Ce qui rend la situation particulièrement imprévisible, c'est que plusieurs des acteurs clés, la Chine, la Russie, les pays du Golfe, ont des intérêts complexes et pas toujours alignés avec ceux de Washington. La Russie a tout intérêt à voir le pétrole rester cher. La Chine veut sécuriser ses approvisionnements à des conditions favorables et ne veut pas voir une puissance régionale alignée sur elle, fragilisée davantage. Les pays du Golfe naviguent entre leur dépendance aux États-Unis pour leur sécurité et leur intérêt à maintenir des prix du brut suffisamment élevés. Ces intérêts divergents créent des espaces de manœuvre que les négociateurs iraniens savent identifier et exploiter. Et dans un système aussi interconnecté que l'économie mondiale contemporaine, chaque mouvement dans cet espace produit des ondes qui se propagent dans des directions que personne ne peut entièrement prévoir. Le pipeline saoudien frappé par des drones dans les heures qui ont suivi l'annonce du cessez-le-feu n'était peut-être pas un accident de calendrier. C'était peut-être un message destiné à être compris sans traduction. Les accords formels ne changent pas les capacités réelles. Et tant que ces capacités restent en place, les drones, les missiles balistiques, la maîtrise du détroit, la pause n'est qu'une parenthèse dont la longueur dépendra de ce que les deux camps obtiendront réellement à la table des négociations dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain, c'est que la prochaine phase de ce bras de fer ne se jouera pas avec des armes. Elle se jouera avec des sanctions, avec des taux de change, avec des prix du baril, avec des décisions de banque centrale, et avec la résistance politique des gouvernements qui devront expliquer à leurs citoyens pourquoi l'énergie coûte toujours aussi cher, malgré le cessez-le-feu. Et dans cette confrontation-là, le temps n'est pas nécessairement du côté de celui qui frappe le plus fort. Il est du côté de celui qui peut tenir le plus longtemps sous la pression, économiquement, politiquement, socialement. L'or ne redescend pas. Les marchés obligataires restent nerveux. Le dollar a effacé ses gains annuels. Et quelque part, dans les couloirs des négociations qui continuent loin des caméras, les termes du vrai accord, celui qui décidera si la prochaine phase de cette crise sera une désescalade progressive
ou quelque chose de bien plus douloureux, sont encore en train de s'écrire. Le coup principal, peut-être, n'a pas encore été joué.